Alors donc oui, donc je voulais faire ce rendez-vous sur piloter l'innovation urbaine avec un premier constat plutôt contextuel, c'est que aujourd'hui, quand on ouvre le journal, on entend beaucoup parler de plan de relance. Et effectivement, la période, en fin de compte, est assez riche en ce qu'on appelle des plans de relance. Et surtout, quand on voit un petit peu tout ce qui est financé en ce moment, les sommes sont absolument vertigineuses, puisqu'on parle en général en dizaines, voire en centaines, voire en milliers de dollars ou ou de, ou de, ou de milliards d'euros. Donc, ce qui m'interpelle en fait dans le contexte actuel, c'est de constater que ces plans de relance, en fait, aujourd'hui, sont quand même portent sur des sommes qui sont astronomiques, mais qu'ils sont également opérés dans des formats qui sont très différents, en fait, de compte de la pratique de la commande publique ou de la façon dont les choses étaient financées dans le passé. Même si, et j'ai vérifié ça sur Internet, je ne suis pas du tout économiste, hein, bien évidemment, mais j'ai constaté que les plans de relance n'étaient absolument pas une nouveauté, que c'est même une habitude. Il y en a eu donc évidemment après les guerres, hein, mais il y en a eu aussi des très massifs, même plus massifs qu'aujourd'hui, après les deux chocs pétroliers. Il y en a eu également un important en 2008, après la crise financière. Donc finalement, ces plans de relance, ils sont récurrents. Et ce qui nous caractérise aujourd'hui, c'est qu'ils sont très orientés vers la transition énergétique, le développement durable, et donc, par voie de conséquence, la ville et la façon dont la ville participe ou va participer aux transitions qui nous attendent. Alors, en clair, au niveau français, tous ces financements, ils ont un circuit un petit peu particulier. Par exemple, au niveau national, l'argent, tout simplement, qui est fléché par les plans de relance, il est hébergé en fait au secrétariat général pour l'investissement ou à la direction générale des entreprises. Et ces deux organismes, en fait, ils ont comment dire, des maîtres d'ouvrage qui sont chargés de traduire en fait la masse financière en programmes. Donc, il y a deux gros programmes aujourd'hui qui sont le programme d'investissement d'avenir, qu'on appelle PIA, et puis le plan France Relance. Alors, ce sont des programmes que vous trouvez facilement sur Internet, mais qui finalement vont vous dresser un panorama complet de ce que l'on souhaite financer à travers ces plans de relance, mais sans pour autant être très précis sur la façon dont on peut finalement aller chercher les financements. Et donc, ces maîtres d'ouvrage, après, ils font appel à des opérateurs. Donc, les opérateurs, ce sont des gens qui traduisent en fait les programmes en appel à projets opérationnels. Et là, il y en a beaucoup, des opérateurs. Là, j'ai cité les principaux, en tout cas sur les sujets qui concernent la ville. Donc, il y a l'Agence nationale de la recherche hein, qui finance des axes de recherche. Il y a BPI France qui finance plutôt des initiatives économiques. Il y a l'ADEME qui fait beaucoup d'appels à projets qui sont très en relation avec la ville. Il y a la Caisse des dépôts qui est un gros opérateur de tous ces financements. Et puis, il y a des sujets plus particuliers comme Agrimer, par exemple, qui est un organisme qui opère en fait les financements pour l'agriculture et le littoral. Alors ensuite, au-delà du niveau national, il y a aussi beaucoup de financements qui sont traités au niveau local. Donc, quand on va, par exemple, sur les sites des conseils régionaux ou des grandes collectivités, on a aussi accès à des appels à projets, à des appels à manifestation d'intérêt qui proposent de financer des initiatives dont la plupart sont en lien avec la ville. Et puis, on a également les appels à projets européens, qu'en Europe, on appelle ça des calls. Donc là aussi,
c'est assez facile de tomber sur des listes de calls dans les sites de l'Union européenne qui tous proposent également de financer des initiatives. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que les multiples chemins qui sont censés traduire la masse financière qui s'offre à tous ces appels à projets, bah, finalement complexifie pas mal les choses parce que à la fin, on se retrouve avec énormément d'appels à projets opérés par beaucoup de gens différents avec des formats différents. Et c'est ce qu'on va essayer peut-être de regarder plus en détail maintenant. Je vais d'abord essayer de mieux définir ce qu'est un appel à projet. Dans un deuxième temps, on va parler un petit peu de commande publique. Comment est-ce que finalement on peut commander l'innovation en matière d'urbanisme. Ensuite, je vais traiter rapidement des idées pour savoir où trouver l'innovation, comment est-ce qu'on peut trouver des organismes ou des fédérateurs d'innovation. Et puis, on finira à travers notre débat sur le rôle des urbanistes dans tout ça. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet? Alors, il faut voir qu'un appel à projet, ce n'est pas un appel d'offres. Ça n'a rien à voir. Donc, un appel d'offres, c'est un processus de commande publique qui est très normé, qui passe par la publication d'un cahier des charges. Ce cahier des charges précise de façon assez fine la prestation attendue. Et à partir de là, ben, les candidats qui sont censés pouvoir faire cette prestation répondent, proposent donc une équipe, un tarif et tous les éléments qui montrent comment ils vont faire la mission. Et puis, ces personnes qui répondent à des appels d'offres ont aussi ont aussi pour habitude de développer une marge commerciale sur la vente de leurs prestations. Dans les appels à projets, on ne s'inscrit pas du tout dans une commande, mais plutôt dans l'idée d'une subvention ou d'une prise de participation dans une entreprise ou d'une avance remboursable. Et ce qui caractérise l'appel à projet, c'est que quels que soient les formats, le financement ne va couvrir qu'une partie de la prestation. Donc c'est un cofinancement finalement. Et ensuite, juste pour classer un peu les idées, on parle d'appel à projet, mais souvent dans les documents, on trouve des synonymes. Donc les financements sur projet, en fin de compte, ce sont aussi des appels à projet. Et les appels à manifestation d'intérêt, ce sont aussi des appels à projet, même si en général, dans les AMI, les cadrages sont un peu moins affinés que dans les appels à projet. Voilà, et finalement, à un temps T, là, je me suis livré un petit peu à l'exercice. Par exemple, aujourd'hui, on trouve en vie plus d'une centaine d'appels à projets, en France en tout cas, qui ont un lien avec la ville et l'urbanisme. Donc, il y a aussi je dirais, une difficulté à défricher un petit peu quels sont les appels à projets les plus pertinents par rapport à ce que l'on veut réaliser. Alors, juste quelques idées générales sur l'appel à projet, parce que finalement, qu'est-ce qui caractérise un appel à projet? Un appel à projet, c'est d'abord, comment est-ce qu'il faut le décrypter? D'abord, un appel à projet, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Donc, il y a des appels à projets qui ne s'adressent qu'à des collectivités. Autrement dit, une collectivité va aller chercher un cofinancement, mais ensuite, elle va faire un appel d'offres pour sa mission. Et là, on n'aura aucune différence vis-à-vis de la profession des urbanistes par rapport à un appel d'offres classique. Il y a d'autres appels à projets qui s'adressent uniquement au privé, donc du cofinancement à des initiatives d'innovation privée. Et puis, il y en a beaucoup qui mélangent les deux, c'est-à-dire où, en fait, c'est un groupement, collectivité privée, qui fait une candidature pour aller chercher des financements. La deuxième chose qu'il faut bien regarder quand on examine un appel à projet, c'est sa nature et puis la maturité et la durée des projets attendus.
Il y a des appels à projets qui portent sur quasiment de la recherche, c'est-à-dire des choses très, très en amont. Il y en a d'autres qui vont porter sur des coups de pouce en sortie d'innovation sur des produits qui sont presque déjà matures et qui cherchent juste à trouver une ouverture pour aller sur le marché. Le troisième point qu'il faudra bien regarder quand on va détailler un appel à projet, c'est le budget. Il y a des appels à projets, par exemple, qui proposent des financements de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros. Il y en a d'autres qui portent sur plusieurs millions d'euros. Et ce n'est pas toujours facile de décrypter dans la façon dont ils sont rédigés de quel volume on parle. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien regarder en préambule à toute candidature. Et puis, j'en ai déjà parlé, mais il y a la nature des aides. Hein. Les appels à projets, en fait, c'est toujours le financement sous trois formats. Des subventions. Par exemple, je vais avoir une innovation qui nécessite une étude de 100 000 euros. L'appel à projet va peut-être en donner la moitié ou 70%. Des prises de participation. Par exemple, je suis une start-up ou une PME, j'ai inventé un mobilier urbain très innovant, mais j'arrive pas à me développer. Bon, ben le porteur de l'appel à projet va prendre du capital dans ma PME. Ou bien des avances remboursables. Donc là, c'est un prêt, tout simplement, avec des taux très, très avantageux. Et puis, ce qu'il faut enfin regarder, ce sont les coûts éligibles, parce que les appels à projets ne couvrent pas tous les mêmes coûts. Ça peut être du coût de personnel, ça peut être du coût de développement, du coût, par exemple, d'accompagnement juridique pour déposer des brevets, etc. Donc, il faut également bien regarder cette brique. Donc voilà un petit peu pour le panorama de ce que sont les appels à projets. Et maintenant, ce que je voulais développer, c'est finalement comment est-ce que ces appels à projets, comment est-ce que l'innovation impacte la commande publique et pour autant ne la change pas forcément sur tous les formats. Alors, pour parler de la commande publique et de l'innovation, je vous conseille deux guides qui sont assez sympathiques. Il y a le premier guide, vous avez une petite image là en haut à droite, c'est celui qui a été édité par Syntec, Syntec Ingénierie. Donc, si vous cherchez Syntec Ingénierie, guide d'innovation sur Internet, vous allez le trouver. Voilà, c'est un petit guide de quelques pages qui raconte comment est-ce que la commande publique peut être fléchée vers l'innovation. Bon, il est forcément sympathique parce que j'ai pas mal participé à sa rédaction. Mais il y en a un autre qui est plus complet, enfin qui est différent dans le sens où il traite aussi de la commande, par exemple à travers des baux, à travers de la maîtrise foncière, à travers aussi du financement privé. C'est celui que vous allez trouver sur le site de France Ville Durable dans la rubrique boîte à outils. Voilà. Et ces deux guides donc suffisent en fin de compte à bien comprendre et à bien structurer ce sujet de la commande publique et de l'innovation urbaine. Alors d'abord la commande publique, l'innovation dans la commande publique, elle a une définition. Euh, C'est-à-dire qu'il s'agit de travaux, fournitures ou de services nouveaux ou sensiblement améliorés. Donc on est vraiment dans le petit plus par rapport à du tout venant, je dirais, à de l'habituel. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle. Et cette définition qui est dans le code de la commande publique, elle est assez importante parce que, en fait, elle ne précise pas s'il y a innovation dans des nouvelles méthodes opérationnelles. Et c'est peut-être ce qui pourra animer notre débat de tout à l'heure. Voilà, donc simplement à retenir, hein, la définition de l'innovation quand même en France est suffisamment large pour laisser à l'acheteur public une grande latitude dans la façon dont il peut la traiter. Ensuite, en France, l'innovation, elle peut être technologique ou pas, hein, donc elle peut porter aussi sur donc des méthodes ou des procédés de construction. Elle peut être radicale ou progressive, hein, radicale dans le sens où c'est quelque chose de réellement nouveau
ou bien progressive dans le sens où c'est une innovation qui améliore quelque chose qui existe déjà. Et puis finalement, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que le risque de contentieux, quand on doit apprécier le caractère innovant de quelque chose, est assez limité en France. Hein. C'est-à-dire que quand un maître d'ouvrage public commande une innovation, c'est très rare qu'il y ait eu des retournements sur le fait que, si ça se trouve, ça n'était pas une. Alors maintenant, si on veut parler un petit peu de la façon dont on peut contractualiser l'innovation quand on est un acheteur public, ben d'abord, il y a des formats qui n'ont rien à voir avec l'innovation en tant que telle. Le premier, c'est le gré à gré, hein, puisque une collectivité ou un financeur public peut à tout moment passer un gré à gré jusqu'à un plafond de 40 000 euros. Donc voilà, on fait déjà beaucoup de choses avec 40 000 euros et souvent c'est un bon moyen de débroussailler en fin de compte des sujets d'innovation urbaine. Ensuite, on a un format spécial en France qui est l'expérimentation de l'achat public innovant, qui en fait est momentané, c'est-à-dire alors je me souviens pas bien, mais il a 2-3 ans d'existence. Et puis chaque année, en fait, il est un peu repoussé. Donc petit à petit, il devient un petit peu pérenne. Donc là, à partir du moment où on prouve qu'on achète une innovation ou une méthode innovante, eh ben, le seuil du gré à gré est remonté à 100 000 euros. Donc vous voyez que finalement, pour une collectivité, contractualiser des missions qui traitent de l'innovation urbaine, c'est très simple et ça peut déjà aller vers des montants jusqu'à 100 000 euros qui sont des montants très importants. Et puis ensuite, on a des appels d'offres dans lesquels on peut faire des missions d'innovation. Donc le sourcing est un appel d'offres spécial qui, en fin de compte, consiste à demander à tout un tas d'entreprises si elles peuvent traiter d'une innovation sur quelque part et donc à avoir des réponses sur les possibilités, tout simplement, des gens à faire quelque chose. Le partenariat d'innovation est aussi un procédé français très intéressant qui est coupé en deux phases, en fait. Il y a une phase d'innovation et puis si on démontre que l'innovation est viable, ben ensuite il y a la continuité de la construction de la chose sans qu'il y ait un nouveau appel d'offres. Il y a le dialogue compétitif, qui est une forme de marché public où on discute beaucoup avant d'affiner le cahier des charges final. Il y a évidemment, dans n'importe quel appel d'offres, la possibilité de développer des variantes. Et puis, il y a l'offre spontanée, qui est la possibilité pour n'importe qui de poster une proposition sans avoir de client, proprement dit, charge cette fois aux clients, donc aux collectivités, de se manifester. Donc, ce qu'on voit, et ce qui est marrant, c'est que ça va à l'encontre d'une idée reçue, c'est qu'en France, c'est assez facile de contractualiser l'innovation. Il y a tout un arsenal juridique qui favorise la commande publique. Et finalement, on est beaucoup mieux loti que beaucoup de pays étrangers, que beaucoup de nos voisins, pour faire ce lien, cette possibilité de commander des innovations dans la commande publique française. Alors maintenant, on revient aux appels à projets. Parce que l'appel à projet, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une commande publique. Hein, donc l'appel à projet, c'est une procédure très étrange qui est également très développée en France depuis peu, mais pas beaucoup chez nos confrères voisins. Et elle sort complètement du champ de la commande publique. Hein, donc il faut bien voir que la procédure d'appel à projet ne répond pas du tout à tous les formats classiques qu'on a l'habitude de travailler sur la commande et la réponse aux appels d'offres. Donc, on sort du champ de la commande publique et là, l'acheteur, entre guillemets, le maître d'ouvrage, il fait un appel à projet en fin de compte parce que, en général, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Donc, contrairement à la commande publique, il n'y a pas de cahier des charges, il n'y a pas d'objectif précis.
Et par contre, il y a une intention. Donc, un appel à projet, c'est une intention d'un maître d'ouvrage qui ne sait pas réellement comment est-ce qu'il peut traiter cette intention, et donc qui met sur la place publique la possibilité pour quiconque de répondre dans sa façon dont il verrait une réponse à cette intention, en espérant que sa réponse pourra être cofinancée. C'est pour ça que la personne publique, en fin de compte, elle doit permettre l'expression de la singularité des projets soumis, et que la réponse à un appel à projet, ce n'est pas une réponse unique, mais c'est une multitude de réponses différentes. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un risque pour la collectivité, un risque qui peut arriver de devoir reclasser une procédure d'appel à projet en commande publique. C'est déjà arrivé plusieurs fois, quand le législateur estime en fin de compte que la collectivité est trop précise dans l'objectif, dans la définition de son appel à projet. Elle peut considérer qu'en fait, il y a commande publique, et à ce moment-là, la procédure, évidemment, s'arrête. Pour fixer quelques idées, quelques appels à projets célèbres, donc vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, on a eu la grande mode des réinventés. Donc, réinventer Paris, réinventer la Seine, inventons la métropole du Grand Paris. On voit que les appels à projets ont des titres toujours ronflants, hein. Le réinventer Paris a quand même été initiateur, hein, d'une nouvelle façon de traiter les choses en France, hein, puisque c'était un des premiers gros appels à projets qui traitent de la ville. Et donc, c'était finalement cette idée que dans beaucoup de parcelles où on ne savait pas trop comment on pouvait les construire à Paris, on allait laisser en fait la promotion immobilière tout simplement faire des réponses euh, à des programmes extrêmement flous, des programmes un petit peu de densité, même pas de typologie, hein, voilà. Il fallait par contre que les réponses soient très innovantes, il y avait des objectifs d'innovation assez élevés, et il n'y avait pas de commande publique dans le sens où il n'y avait pas d'argent directement en jeu, mais il y avait un partage de la propriété foncière, sachant que les lauréats de ces appels à projets ne payaient pas donc les terrains sur lesquels ils s'installaient au prix du marché. Donc, réinventer Paris, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais finalement, il y a je n'ai pas les chiffres, hein, mais il y a beaucoup d'opérations qui en sont issues. Et inventons la métropole du Grand Paris, ça a été l'extrapolation à toute la métropole, avec cette fois entre 100 et 200 projets qui ont été traités de cette façon-là. Après, il y a des appels à projets du même ordre, Reinventing Cities, qui eux portent sur 14 villes mondiales. Donc, c'est un peu l'extrapolation du savoir-faire parisien sur un club de villes au niveau mondial. Et puis, maintenant, il y a de plus en plus d'appels à projets qui traitent plutôt des petites villes, hein. Donc, en ce moment, on est dans Petites Villes de demain, qui sont des appels à projets sur les toutes petites villes, voire les territoires ruraux. On a également un gros appel à projet en cours, Habiter la France de demain, qui permet de financer, en fin de compte, tout un tas d'innovations ou de nouvelles organisations sur le logement, pour résumer. On a des territoires démonstrateurs de la transition écologique qui ont accès à des financements massifs sur l'énergie, le sol, le climat, les îlots de chaleur, etc. Et puis, on a des appels à projets comme 100 villes climatiques neutres en 2030, hein, qui sont des appels à projets de niveau européen, qui effectivement tentent également de structurer des propositions, soit d'innovation en termes d'organisation, soit en termes de planification, peut-être, pour atteindre des objectifs climatiques à court terme. Donc voilà un petit peu très rapidement le panorama des appels à projets dans lesquels on baigne littéralement aujourd'hui. Voilà aussi un petit peu la différence entre ce qu'est un appel à projet et ce qu'est la commande publique.
Et puis voilà, comme je l'avais dit aussi en préambule, le contexte qui est que ces appels à projets, en fait, flèchent des financements colossaux qui aujourd'hui, à mon avis, font partie intégrante du financement de la ville, tout simplement. Alors, avant-dernier chapitre, donc, où trouver l'innovation? Parce que finalement, tous ces appels à projets, tous ces appels à financement structurent aussi les professionnels de la ville différemment. On l'a vu dans Réinventer le Grand Paris, par exemple, ce sont tout à coup plutôt les promoteurs immobiliers qui se sont fait les fers de lance des groupements, en fin de compte, capables de structurer une innovation, alors peut-être pas urbaine, mais en tout cas une innovation immobilière. Mais on voit maintenant que dans les nouveaux appels à projets qui traitent par exemple du climat, eh ben, ce sont des nouveaux acteurs qui vont tenter de se structurer, d'associer peut-être même je dirais des ingénieries ou des urbanismes classiques avec des ONG, avec des associations, etc., pour aller chercher, on appelle ça un petit peu aller chasser en meute, hein, aller chercher ces financements et surtout inventer les nouveaux écosystèmes qui permettent de travailler sur ces appels à projets. Alors, tout ça, c'est pas mal structuré en fin de compte à travers plutôt des plateformes, hein. Donc aujourd'hui, il y a en France tout un tas de plateformes d'innovation urbaine. Il y a l'État, en fait, a confié à France Ville Durable et à Cap Digital, il y a quelques mois, en fin d'année dernière, la mission de regarder en fin de compte comment étaient organisées toutes ces plateformes. Donc je vous propose, il y a un site internet de l'État qui s'appelle Place de l'innovation urbaine, dans lequel il y a pas mal d'informations, à la fois pour rappeler un petit peu comment est-ce qu'on peut organiser l'innovation urbaine, mais aussi pour vous montrer un petit peu tout ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la façon dont on peut aller chercher les acteurs de l'innovation. Donc d'abord, il y a des vitrines, hein, il y a des vitrines de solutions pour la ville durable qui sont plutôt issues des anciens appels à projets, je dirais, de l'État. Il y a des plateformes qui traitent de la valorisation des programmes ville durable et des projets innovants des territoires, c'est-à-dire là, vous allez avoir plutôt des structurations de la commande publique ou étatique qui va déjà pré-détailler en fin de compte les appels à projets qui concernent la thématique. Donc, par exemple, vous avez la plateforme Écoquartier qui liste régulièrement tous les appels à projets qui ont un lien avec les écoquartiers. Vous avez les explorateurs des écocités, vous avez les laboratoires, etc. Là, il y a quelques noms. Après, vous avez des plateformes de ressources qui, en fait, agrègent un petit peu les acteurs de l'innovation urbaine. Donc, vous avez le portail Construction 21, celui de France Ville Durable, qui sont des sites intéressants. Ensuite, vous avez des plateformes d'intermédiation entre maîtrise d'ouvrage public et entreprises innovantes. Alors, celles-là, elles sont souvent locales. Vous pouvez avoir des plateformes régionales, par exemple, qui essayent de mettre en lien les PME, les entreprises d'innovation et la commande publique. Et puis, vous avez des plateformes territoriales de co-construction de solutions avec des écosystèmes d'innovateurs. Donc là, par exemple, dans la liste, vous avez le démonstrateur de ville durable qui s'appelle Rêve de Seine Urbaine, hein, que je connais particulièrement bien parce que je suis à l'initiative de sa création. Et là, donc, il s'agit, par exemple, d'une association qui regroupe 200 entreprises aujourd'hui, qui a été labellisée par l'État en tant que démonstrateur de ville durable. Et cette association, en fait, essaye de travailler à des innovations urbaines dans une appréhension de cycle de vie, c'est-à-dire en essayant d'avoir un cycle environnemental complet. Et une fois que ces propositions sont un petit peu formatées, eh ben, des territoires hein, ou des collectivités viennent dans l'association chercher en fin de compte les acteurs qui peuvent répondre à leurs besoins.
et donc définir un petit peu les meilleures façons de faire matcher les innovations imaginées par une association et tout son écosystème avec les besoins qu'aurait un territoire public ou une collectivité. Voilà, puis après vous avez des plateformes plus techniques qui portent par exemple sur les jumeaux numériques ou sur les données tout simplement digitales d'un territoire. Voilà, donc toutes ces plateformes, il y en a tout un tas dans Place de l'innovation urbaine, qui est une plateforme de l'État. Vous avez beaucoup de renseignements. Et puis, si vous voulez voir comment marche en fait un écosystème d'acteurs de l'innovation, allez voir le site de Rêve de scène urbaine. En tapant Rêve de scène urbaine sur Internet, vous tombez dessus tout de suite et vous comprendrez comment tout cela fonctionne. Alors, ça fait déjà un petit moment que je parle, donc on s'approche de la fin. En fin de compte, je voulais vous dresser avec vous un petit peu la fresque de l'innovation urbaine aujourd'hui, et en tout cas de la façon dont elle est traitée et financée en France. Et ce que je voulais par contre discuter avec vous, c'est finalement par rapport à tout ça, quel est le rôle des urbanistes avec plusieurs axes, donc en fait, je suis en train de lancer le débat, vous l'avez compris. D'abord, l'axe de l'ingénierie urbaine. Alors, finalement, il y a tellement d'appels à projets et c'est quand même pas non plus très simple de s'y retrouver et de monter un dossier de financement que finalement, il y a beaucoup de collectivités et en premier lieu les plus petites qui font savoir à travers leur réseau qu'il leur faut de l'ingénierie urbaine, autrement dit des urbanistes, qui sont capables de les accompagner, de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, soit pour débroussailler tout le monde des appels à projets et trouver donc le bon appel à projet auquel il faut répondre, soit pour monter les dossiers proprement dit, soit tout simplement pour détourer avec une collectivité sa stratégie en termes d'urbanisme et essayer d'imaginer comment est-ce qu'on pouvait greffer en fin de compte toutes ces avancées, ces financements sur l'innovation à la stratégie. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà un sujet pour les urbanistes à se saisir de tout ça. La deuxième question est plus, je pense, importante pour la Société française des urbanistes, c'est que finalement, aujourd'hui, il semble qu'il y a une injonction à innover pour traiter de la ville. Et la question que je pose et que je soumets au débat, c'est finalement, est-ce que l'innovation, cette injonction à faire de l'innovation urbaine, n'est-elle pas en train de faire disparaître la planification, avec une question sous-jacente qui est est-ce que finalement urbanisme et innovation font-ils toujours bon ménage, dans le sens où est-ce que finalement une ville durable, est-ce qu'une ville qui va réussir sa mutation énergétique ou sa trajectoire carbone, c'est absolument et à tout prix une ville dans laquelle il va falloir multiplier les innovations, ou est-ce que c'est pas plus simplement une ville où on ferait déjà de l'urbanisme de qualité? Voilà, donc j'ai été un petit peu long, mais j'ai aussi mis beaucoup de choses sur la table. Donc j'arrête ma présentation. Je vous propose de rebrancher vos micros et dans un premier lieu, peut-être de réagir à chaud sur tout ce qu'on vient de dire. Le très riche débat qui a suivi la présentation a d'abord posé la question de la prolifération de ces appels à projets et de la capacité pour les maîtres d'ouvrage de les traiter, avec parfois d'ailleurs un espèce de ras-le-bol de la part des maîtrises d'ouvrage, car répondre à un appel à projet, c'est beaucoup de travail, et également une suspicion finalement de remplacement de la subvention classique, du financement des études urbaines, par cet exercice qui nécessite beaucoup plus d'efforts de la part de chacun.
Se pose donc la place des urbanistes en tant que consultants ou assistants à la maîtrise d'ouvrage pour imaginer, débroussailler les appels à projets auxquels on peut répondre et finalement affiner la stratégie territoriale des collectivités en fonction également des financements que l'on peut capter, mais aussi en fonction des capacités à créer des écosystèmes capables de porter l'innovation, en rassemblant en particulier tous les acteurs du cycle de vie de la ville, hein, que ce soit les concepteurs, les constructeurs, les exploitants, voire les déconstructeurs, autour d'objectifs communs que l'on peut donc exprimer au titre de l'innovation. L'urbaniste devient ainsi un agent central et extrêmement transversal, indispensable finalement, à la fois à la maîtrise d'ouvrage pour confirmer ses ambitions et aux personnes capables de répondre à ces appels à projets pour affiner les solutions et leur donner leur plein potentiel, notamment en termes environnementaux et en termes de cadre de vie. Une grande partie du débat a porté sur la rémunération des urbanistes ou de l'ingénierie urbaine relative à ces appels à projets, avec une difficulté de fond qui est que les appels à projets sous-entendent que la totalité des efforts et des missions ne sont pas rémunérés, puisqu'il s'agit de subventions ou de prises de participation, et donc finalement rendent beaucoup plus difficile la place et le financement des études par rapport aux innovations qu'elles sont censées générer. L'Assemblée constate que si déjà la rémunération des urbanistes s'est effondrée autour des 20 dernières années sur les missions à peu près classiques, il y a en plus un risque d'aggravation avec l'idée que finalement le travail de préparation de ces appels à projets et de leurs réponses ne doit être financé qu'en partie. À ce titre, les appels à projets sont particulièrement intéressants pour fabriquer par exemple des prototypes ou des objets urbains précis qui peuvent être en partie financés par des industriels ou par des collectivités, mais qui sont beaucoup moins attractifs et opérants pour générer de la méthodologie et de la connaissance. Les acteurs du débat constatent que cela est regrettable car finalement il s'agit bien d'imaginer et de construire des villes plus agréables. Il s'agit également de formaliser les modes de vie que les gens souhaitent réellement dans les villes d'aujourd'hui et de demain. Et il s'agit enfin de replacer en fait l'urbaniste en tant que concepteur de la ville durable au sens large et générateur également de connaissances et d'appropriation des enjeux en cours. On cite par exemple le sujet du vieillissement des populations, qui est finalement un sujet transversal qui n'est pas très traité, ou en tout cas assez absent de l'ensemble des appels à projets qui traitent de la ville. Ainsi, la Société française des urbanistes propose que l'ingénierie urbaine ou les missions d'urbanisme liées à des appels à projets soient rémunérées différemment que dans le corps propre de l'appel à projet lui-même, qu'elles soient rémunérées à son juste prix pour capitaliser et structurer la connaissance qui découle de ces appels à projets, développer des nouvelles méthodes et des nouveaux... Il est évoqué par exemple la possibilité de constituer une caisse nationale où pourraient piocher les collectivités de façon à pouvoir rémunérer à la fois le conseil, les études et l'accompagnement nécessaires à la structuration des appels à projets et à leur meilleure capitalisation. Finalement, on conclura le débat sur trois enseignements. Le premier est que les appels à projets favorisent le désilotage entre les professionnels de la ville, et cela est une très bonne chose.
Le deuxième est que les urbanistes, en tant qu'acteurs transversal de l'ensemble des actions de la ville, que ce soit en préparation des appels à projets ou en structuration de ces appels à projets, est un acteur central du processus. Et troisièmement, que finalement, l'appel à projet, par contre, avec son système de rémunération partielle qu'il favorise, ne permet pas de capitaliser pleinement l'exercice des appels à projets et les enseignements de toutes les innovations urbaines qui sont développées. Et à ce titre, il est nécessaire de s'interroger sur la rémunération, la juste rémunération de la partie qui consisterait à développer des connaissances et à écrire les nouvelles méthodes de fabrication de la ville qui peuvent découler de l'ensemble de ces appels à projets. Merci beaucoup et à très bientôt.